Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo au sujet de ma rupture. Oui, ça fait j'allais dire des mois, mais même un an que tous les jours je reçois des messages « T'es plus avec ton mec, on le voit plus ». Mais effectivement, si on ne le voit plus, c'est que je ne suis plus avec. Non mais voilà, j'ai encore beaucoup de questions à ce sujet. C'est vrai que finalement, j'ai jamais vraiment pris la parole au sujet donc, de cette rupture. Dieu merci, le temps apaise aussi les choses, mais ça a été une période évidemment assez compliquée. Et donc, je vais tout vous raconter dans cette vidéo. Pourquoi, après 4 ans voilà, d'amour, je ne suis plus en couple avec Lorenzo. J'ai consacré justement dans mon nouveau livre un très beau chapitre sur cette rupture parce que voilà, ça a fait partie de ma vie. Et très honnêtement, quand j'ai écrit ce chapitre, franchement, j'ai beaucoup pleuré. Donc, je vous invite vraiment à le lire. Vous savez donc, que ce livre ne parle évidemment pas que de ma rupture, mais que ça parle aussi de tout ce qui s'est passé ces derniers mois et ces dernières années dans ma vie. Vous pouvez retrouver le lien dans la barre d'infos. Je me suis énormément livré. Je pense que vous étiez loin d'imaginer tout ce qui s'est passé pendant ces 4 ans de relation. Aujourd'hui, donc, on n'est pas en mauvais termes. Il n'y a pas eu, en fait, ça s'est pas mal terminé. Il n'y a pas eu de tromperie, il n'y a pas eu de... Comment dire, ça n'a pas été violent comme rupture. En revanche, ça a été une rupture très étrange puisque, bon, comme dans tout couple, il y avait des disputes évidemment et c'est lors d'une dispute en fait qu'on s'est bloqué donc, sur WhatsApp. Et ce qui est très étrange, c'est qu'après s'être bloqué, eh bien en fait, on ne s'est plus jamais reparlé. Donc ça a été vraiment une rupture très particulière. Moi, je pensais que c'était voilà, une dispute comme les autres et que... on allait pouvoir, comme d'habitude, repartir sur des bonnes bases. Les semaines sont passées, on ne s'est pas débloqué, on ne s'est plus jamais reparlé en fait. Et ça a été assez horrible quand même parce qu'au final, quand on réfléchit, la veille, c'était mon mec, mon meilleur ami, mon confident, tout. On ne s'est même pas dit au revoir, quoi. On ne s'est même pas dit bonne continuation. On ne s'est rien dit. Ça me fait toujours bizarre de me dire des gens ont compté dans ta vie et du jour au lendemain, ils disparaissent, ils ne sont plus là, ils n'existent plus comme s'ils étaient morts. Le pire, je pense, que c'est de s'être quitté en s'aimant. Puisque, encore une fois, voilà, il n'y a pas eu de faits graves, il n'y a pas eu de trahison, il n'y a pas eu de tromperie, tout ça. On s'est vraiment quitté à un moment où on s'aimait, mais où c'était un petit peu trop... passionnel peut-être, ça partait un petit peu trop dans les extrêmes en amour comme en colère. Et c'est vrai que c'est terrible de se dire on se quitte, mais on s'aime. On s'est, je pense, l'un comme l'autre aussi un petit peu forcé à ne pas retourner l'un vers l'autre parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on repartait dans un schéma où on se disputait, on se remettait ensemble, tout ça, mais au final, ça ne réglait pas les problèmes que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Je n'ai pas voulu en parler sur les réseaux sociaux, je me sentais vraiment pas prêt. Aujourd'hui, avec beaucoup de recul et de respect de cette relation, bien sûr, je me sens prêt à en parler. Souvent, on m'a posé la question « Comment tu as fait pour te remettre de ta rupture ? Tu as l'air d'aller bien ?» Alors, c'est ce que je montrais sur les réseaux sociaux. Mais évidemment, il y a des jours où ça allait, il y a des jours où ça allait beaucoup moins. Mais en fait, voilà, j'ai tout de suite pris la décision pour ne pas cogiter et ne pas tomber dans une phase de dépression. J'ai tout de suite pris la décision d'énormément m'occuper. Moi, ça a toujours été une solution, ça, dans ma vie, quand j'avais des problèmes, d'énormément m'occuper. Bouger, voir des amis, voyager, aller sur 50 projets en même temps. Dieu merci, j'avais la tournée de mon one-man show. Je commençais déjà à écrire mon nouveau livre. Donc, je me suis mis directement dans les projets pour être complètement débordé, ne pas avoir le temps de cogiter. Et ça m'a beaucoup aidé. Ce qui est très bizarre, c'est que voilà, là, ça fait un an, on ne s'est jamais reparlé. Et c'est vrai que, bon, de toute façon, je ne sais pas si je serais capable de lui reparler parce que je pense que ça me ferait vraiment bizarre et que je suis encore à un stade où, voilà, je ne peux pas dire que cette personne me laisse indifférente puisqu'elle a fait partie de ma vie, évidemment. Ça restera quelqu'un qui comptera toute ma vie et que, malgré tout, j'aimerais toute ma vie comme un frère, comme un parent, comme quelqu'un, en fait, qui a fait partie de votre vie et qui faisait partie vraiment d'un cercle, très proche. C'est vrai que j'ai vécu énormément de choses avec lui, que ce soit donc les polémiques du Jérém Stargate, que ce soit toutes les autres polémiques que j'ai vécues. Ça a été des moments que j'ai vécu avec lui qui sont très importants et que je n'oublierai jamais. Et c'est pour ça que je ne sais pas si un jour on se reparlera. J'en ai aucune idée. J'espère un jour en être capable, parce que c'est vrai que quand des gens ont compté pour vous, c'est dommage de faire comme si je n'avais jamais existé. Et voilà, je pense qu'on a pris le temps de s'éloigner l'un de l'autre aussi pour pouvoir aussi rencontrer
quelqu'un d'autre, pouvoir se reconstruire, pouvoir voilà. Je suis pas au bout du rouleau, franchement, je suis pas en dépression. En même temps, même si il me manque, et c'est vrai, je suis aussi très bien dans ma vie aujourd'hui. Je suis apaisé sur plein d'autres choses. Il y avait plein de choses qui étaient très compliquées, principalement d'ailleurs, je dirais, des choses qui étaient difficiles à gérer en raison de ma notoriété. Il faut savoir que voilà, mon petit copain, moi, pendant longtemps, je ne l'ai pas montré. Tout simplement parce que je voulais préserver mon couple. Vous savez ce que c'est les réseaux sociaux, ce milieu. En plus, à l'époque, quand je me suis mis avec lui, j'étais encore dans le milieu de la télé-réalité. C'était des scandales sur des scandales. Les gens cherchent à foutre la merde, à vous inventer des trucs. Donc, je ne voulais pas fragiliser mon couple et je voulais vraiment le garder, on va dire, pour moi, mon jardin secret. Peut-être la seule chose que je ne montrais pas à ce moment-là dans les stories. Puis, au bout d'un moment, c'est vrai que il avait un petit peu ce sentiment de ne pas exister, que je le cachais. Donc, j'ai pris la décision voilà, de finir par montrer mon couple sur mes réseaux sociaux, dans mes stories, tout ça. Mais je n'ai jamais voulu faire de mon mec un influenceur. C'est-à-dire que moi, j'avais tous mes projets, mon spectacle, mes livres, mes vidéos, tout ce que je fais en fait au quotidien. Je ne voulais pas faire de mon couple mon projet. Il y a plein, par exemple, d'influenceurs, leur seule actualité, c'est d'être en couple. J'avais envie d'être fier aussi de mon mec. Je ne voulais pas me dire tout ce qu'il a, il le doit à moi parce que c'est mon mec. Donc là-dessus, dès le départ, j'avais pris cette décision de ne pas transformer mon mec en, on appelle ça, en caricature, qui se retrouverait à faire des placements de produits et compagnie. Non, je ne voulais pas un mec influenceur, quoi, voilà. Ça ne me faisait pas vibrer. Et lui, en plus de ça, aspirait voilà, à mieux. Et à développer, on va dire, une activité voilà, qui lui soit propre. Ce qui est compliqué, c'est que si vous voulez, il a toujours eu du mal à trouver sa place dans mon milieu, dans mon univers. Les gens ne s'intéressaient pas forcément à lui, mais à chaque fois voilà, qu'on lui demandait quelque chose, c'était « Est-ce que tu peux dire à Jérém que c'est le mec de Jérém Star ?» Enfin, on ne s'intéressait jamais vraiment à lui en tant que personne humaine et on ne lui posait jamais de questions sur ce qu'il faisait, quelles étaient ses passions, comment il allait. Donc, c'était tout le temps des questions en rapport avec moi. On voulait lui parler pour me parler à moi. Et c'est vrai que être vu comme le mec d'eux, c'est parfois compliqué. Dans la rue, quand on l'alpague, voilà, en ne l'appelant même plus par son prénom, mais en disant c'est le mec de Jérém Star. Enfin, voilà, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a un petit peu une perte identitaire et ça a été compliqué pour lui, franchement, tout au long de ces 4 années, parce que j'imagine que voilà, c'est aussi une position qui ne doit pas être voilà, très agréable et on ne doit pas se sentir non plus exister, donc c'est compliqué. Ce n'était pas quelqu'un qui rêvait de gloire ni de célébrité, tout ça. C'était très compliqué pour lui d'exercer un métier. J'ai un souvenir en tête où voilà, on avait essayé de vivre ensemble à Paris. C'était juste avant le confinement. Il avait décroché donc un travail à Paris. Et donc, c'était un travail qui était au contact de la clientèle, du public. Hein. Et en fait, dès que les gens le croisaient sur son lieu professionnel, voilà, l'alpaguait, mais de manière un petit peu violente, en mode « Mais qu'est-ce que tu fous là? T'es le mec de Jérém Star, mais comment ça se fait que tu travailles ici? Qu'est-ce que tu fous ?» C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne comprenaient pas comment ils pouvaient exercer une activité professionnelle normale. Les gens s'attendaient, je ne sais pas, à ce que peut-être je l'entretienne ou qu'il devienne millionnaire et qu'il soit à Dubaï. Enfin, les gens ne comprenaient pas comment, en étant le mec d'eux, il se retrouvait à travailler comme monsieur, madame, tout le monde. Sauf que comme il leur expliquait à ces gens-là, je travaille. Enfin, forcément, tout ça, ça crée des conflits dans notre couple parce que il me disait, mais j'en ai ras-le-bol, moi, en fait, de me faire reconnaître au travail, que les gens me demandent ce que je fous là. Il me regarde presque de haut en bas, comme si j'étais tombé bien bas d'exercer une activité professionnelle et de ne pas être à Dubaï, quoi. Et il en venait même à me dire, c'est humiliant parce que j'ai honte de travailler. Et moi, je lui disais, non, il n'y a pas à avoir honte, au contraire, tu peux en être super fier. Ça a été également très compliqué pour lui de se faire attaquer parce que c'est vrai que quand on s'est rencontrés, il n'était pas du tout de ce milieu. C'est vrai que moi, voilà, quand j'ai eu mes polémiques, tout ça, il s'est retrouvé lui aussi éclaboussé. Alors, je vais répondre une bonne fois pour toutes à cette question. Est-ce que mon mec était un escort boy que j'entretenais et que je payais? Eh bien non, non, du tout. Sinon, je pense que l'état de son compte en banque aurait été bien plus conséquent.
Non, non, non. Ça, je sais pas pareil d'où ça sort, mais ça a été très compliqué pour lui parce que jusqu'à la fin de notre relation, il y avait régulièrement sur les réseaux sociaux des messages comme quoi c'était une pute, que je le payais, que je l'entretenais, que c'était une michto. Voilà, et je pense qu'à travers ce que je vous explique, vous comprenez bien que, effectivement, alors oui, je gagnais mieux ma vie que lui, et évidemment que oui, j'étais amené à, on va dire, payer un peu plus de choses, c'est normal, et à lui offrir, voilà. Mais non, je ne l'ai pas entretenu, je veux dire, comme un escort boy, je ne le payais pas pour qu'il soit dans ma vie une compagnie, et encore moins pour avoir des rapports sexuels avec. Enfin, mais c'est quand même dingue, et je me rappelle qu'à l'époque, en plus, c'était relayé par des candidats de télé-réalité dont eux-mêmes sont en couple, et peut-être qu'ils sont mariés et ont eu des enfants avec cette femme-là, mais elle a elle-même été escorte, donc ça me faisait bien rire. Je me disais, mais c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Ça me démangeait tellement de balancer les profils d'escorting de leurs gonzesses et de dire, attendons, arrêtons 5 minutes, c'est vos grognasses qui l'ont été, arrêtez s'il vous plaît. Donc voilà, et donc tout ça, évidemment, au début, on en rigole, on se dit, non mais les gens ne savent plus quoi inventer. Vous savez, en plus, moi, voilà, à ce moment-là de ma vie, je ne suis plus à une rumeur et une calomnie près. Mais c'est vrai que petit à petit, ça a commencé oui, à l'énerver, à le gaver. En fait, il me disait régulièrement, moi, j'ai tous les côtés de la notoriété, quoi, mais sans les avantages, quoi, en fait. Puisque, bah voilà, je ne gagne pas d'argent avec ça. C'est pas mon milieu, on me reconnaît et on me fait chier, et en plus de ça, on me traite de pute. Enfin, ça va 5 minutes, quoi. Tout ça a énormément fragilisé la relation. Comme quoi, vous voyez, tout n'est pas beau, tout n'est pas merveilleux. Hein, quand on est connu, il y a plein de choses qui sont cool, c'est sûr, mais voilà, c'est vrai que niveau vie privée, c'est compliqué. Et moi, franchement, ça me fait de la peine. Avec du recul, je suis toujours un peu ému en parlant parce que voilà, je sais que c'est quelque chose dont il a souffert. Et c'est vrai que pas une seule fois, en fait, il a été question que mon mec il puisse livrer à des pratiques de genre. Vous savez, il y a même des gens qui ont fait des fausses conversations où ils parlaient de tarifs et tout, mais sauf qu'en fait, ce n'était pas du tout son compte Snap. Ils avaient rajouté des chiffres alors qu'il n'y en a pas. Enfin, vous voyez, on a tout de suite vu que c'était des montages. Et le problème, c'est qu'après, quand ça circule sur les réseaux, ça crée le doute. Les gens se posent la question de « Ah ouais, mais peut-être que… » J'ai même des amis qui me connaissent depuis mon enfance à Lyon qui étaient persuadés que mon mec était escorte. Et c'est vrai qu'avec du recul, oui, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait supporté ça. Et c'est très humiliant, même pour moi d'ailleurs. Hein. J'estime être suffisamment mignon, attendrissant et touchant pour ne pas avoir à payer quelqu'un pour partager ma vie. Non, non, voilà, n'en déplaise aux rageux. Ce garçon-là m'a bien aimé, sincèrement, et je n'ai pas eu besoin de le payer. C'était également très compliqué au quotidien parce qu'évidemment, même si c'est pas lui qui a été éclaboussé par les polémiques, Jérém Stargate et compagnie, il le vivait au quotidien avec moi, donc c'est sûr que voir son petit copain qui n'a pas le moral, qui pleure, qui est tout le temps dans les procès, qui a tout le temps des avocats au téléphone, tout ça, ça devient rapidement anxiogène, on ne va pas se cacher les choses. Hein. Ça a vraiment été aussi compliqué cette période parce que quand vous êtes avec votre petit copain dans la rue et que vous avez des gens qui vous insultent et qui vous traitent, je sais pas, de pédophiles, tout ça, qu'est-ce qui se passe? Votre mec a envie de les frapper. Mais c'est compliqué à gérer parce qu'il ne peut pas les frapper parce qu'en plus il était sanguin, donc j'ai pas envie que ça soit filmé, qu'il y ait encore des polémiques, qu'il y ait des histoires de plaintes. Donc en fait, il faut contrôler son mec, mais lui est furieux de ce dont on vous accuse et vous insulte, donc a envie vraiment d'aller frapper les gens. Donc c'est très compliqué quand même en lieu public parce que ça dégénérait très souvent. Il y avait beaucoup d'agressions verbales, voire même physiques. Et plus d'une fois, voilà, il s'est retrouvé à se battre. Hein. Je repense aussi à une anecdote où voilà, j'étais en vacances avec lui pour fêter nos 3 ans de relation à Bali. Et cette scène était vraiment, vraiment horrible parce qu'on était trop bien, quoi, un voyage en amour et tout ça. Et j'entends des Français sur un scooter derrière moi me dire « Ah bah alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici en Indonésie? Vous êtes venu violer des bébés ?» Et là, pareil, mon mec a encore pété les plombs. Et du coup, je lui ai dit, il ne faut pas se battre ici, on est en Indonésie, tu peux aller en prison en 2-2. Enfin, vous voyez, en fait, tout peut très vite déraper, en fait, et ça rend une relation vraiment pas sereine. Et je me rappelle que ce jour-là, c'était très compliqué. C'est une des anecdotes, d'ailleurs, que je raconte dans mon livre, mais il y en a plein des anecdotes comme ça. Encore une fois, si vous voulez connaître tout l'envers du décor, je vous invite vraiment à lire ce livre. Il est hyper intéressant, parce que c'est aussi le revers de la médaille et de la notoriété, tout ça. Mais moi, à ce moment-là, je me rappelle, j'étais de dos parce que je ne voulais surtout pas être filmé
par cette personne qui m'accusait des pires horreurs, avec sa copine qui ricanait comme une débile. Et je me disais, je ne peux pas avoir des images de moi sur ces propos-là, donc je dois rester de dos, je dois attendre que la personne s'en aille et calmer mon mec en plus en même temps. Donc c'était vraiment très compliqué parce que j'attendais et en fait c'est hyper humiliant, quoi. Vous êtes de dos avec quelqu'un qui vous insulte, qui vous raconte des choses horribles. Et je me disais, mais ça va s'arrêter quand? Ça va s'arrêter quand? Allez, il faut tenir. Et je pense qu'aujourd'hui, ce Jérém Stargate, finalement, ces polémiques, tout ça, ça a aussi, en quelque partie, détruit aussi mon couple. Toutes ces calomnies, toutes ces attaques, tout ce cyberharcèlement, ça a également énormément fragilisé ma relation au point carrément d'en provoquer la rupture finalement, parce que je pense que ça a beaucoup joué. Ce qui est compliqué aussi, c'est que moi, dans mon métier, je suis amenée à énormément bouger et à beaucoup voyager. Très souvent, c'est vrai que j'ai le droit de partir avec quelqu'un, donc je proposais souvent à mon copain. Mais le problème, c'est qu'il y a un moment donné, c'était bien beau de partir en voyage avec moi, tout ça, mais il ne pouvait pas non plus vivre que pour moi, pour mes contrats, mes projets, mes déplacements et s'oublier lui-même. D'ailleurs, pendant longtemps, c'est vrai qu'il s'est un peu oublié au début de la relation parce que pour que notre relation fonctionne, il fallait évidemment qu'il soit présent dans ma vie et m'accompagne sur mes projets professionnels. Parce que très honnêtement, la relation n'aurait jamais fonctionné s'il avait eu une vie de salariat normale, comme monsieur, madame, tout le monde, du lundi au vendredi, avec des horaires où… Enfin, vous voyez, moi, j'ai une vie où je m'organise vraiment différemment. Alors moi, ça va plus être pour le coup du H24, parce que c'est vrai que c'est du lundi au dimanche. Mais ça aurait été très compliqué. C'est vrai que pendant longtemps, il s'est un petit peu oublié pour pouvoir être avec moi justement dans mes déplacements, mes projets, mes one-man shows, mes trucs, mes bidules. Et c'est vrai qu'à un moment donné aussi, il a fallu qu'il pense à lui, à ce qu'il voulait développer voilà, comment dire, comme carrière. Et c'est vrai que j'ai un rythme de vie aussi qui n'est pas forcément compatible avec tout le monde. Ce qui a aussi posé problème, c'est que je suis très particulier dans ma perception et ma vision du couple et de l'amour. Je ne voulais pas vivre à deux. C'est vrai que je reproduis inconsciemment le schéma de vie de ma mère qui, après s'être séparée de mon père, s'est mise en couple avec un homme avec qui elle est encore en couple d'ailleurs, mais ils ne vivent pas ensemble depuis plus de 15 ans. Chacun chez soi, mais ils se voient la semaine quand ils ont envie d'aller l'un chez l'autre, ils se voient le week-end, les vacances, tout ça. Et j'ai toujours trouvé que c'était super bien comme équilibre. Moi, je ne me sentais pas capable de vivre avec quelqu'un. On a essayé pendant le Covid, alors j'en conviens, ce n'était pas la meilleure expérience en confinement. Je pense que ça a faussé beaucoup de choses et tout le monde était un petit peu à bout de se retrouver l'un sur l'autre enfermés pendant les confinements. Mais je me suis rendu compte vraiment que ouais, je ne voulais pas, moi, tomber dans une routine ou dans quelque chose où ça devient normal, en fait, de voir son petit copain. Il rentre du boulot, c'est normal, vous êtes habitué à le voir, tout est devenu normal et tout est devenu limite banal. Et moi, c'est vrai que ça m'a toujours fait énormément peur, la routine. Et très rapidement, voilà, j'ai exprimé, c'est vrai, mon désir de vouloir revivre, on va dire, indépendamment. Et c'est vrai que voilà, je le pense encore sincèrement aujourd'hui. Je ne pense pas avoir envie de vivre avec quelqu'un. Moi, je trouve ça tellement, vraiment, mais 10 fois mieux de se manquer, de créer cette absence-là et de se retrouver pour les bons moments et de ne pas subir le slip qui traîne, les chaussettes qui traînent. Ah, mais j'aime pas ce que tu as cuisiné, tu n'as pas chargé le lave-vaisselle. Oh putain, j'ai eu une journée de merde, vas-y, il faut que je… me parle pas, je veux regarder une série Netflix tranquillement. Enfin, vous voyez, comme dans tout couple. Moi, je pense que vraiment, le secret de la longévité, bon, bref, le secret de la durée d'un couple, c'est vraiment de se manquer un petit peu. Lui, il avait, on va dire, une vision un peu plus classique du couple. On vit ensemble, on fait tout ensemble, on a des projets d'immobilier ensemble. Et c'est vrai que moi, là-dessus, je suis un peu plus sauvage et que j'aime mon indépendance, j'aime voilà, pouvoir être seul pour créer mes projets, pouvoir me retrouver des fois aussi seul sans avoir… toujours ce besoin de penser à deux, vivre à deux, exister à deux. Je pense que ce qui fait aussi le succès, la durée d'un couple, c'est de pouvoir exister indépendamment l'un de l'autre. Ça, ce n'est pas forcément tout le monde qui le voit aussi de cette manière-là. Un jour, je suis tombée sur un petit visuel très beau sur Instagram de quelqu'un qui disait à son compagnon « Tu fais partie comme de mon système solaire où il y a plein de planètes. Dans ce système solaire, tu es l'une de ces planètes. » Mais à côté de ça, il y a la planète passion, il y a la planète travail, il y a la planète loisir, il y a la planète… il y a plein d'autres planètes. Et effectivement, tu es une grosse planète, peut-être un peu plus grosse que les autres, mais il y a aussi plein d'autres planètes
autour. Et pour que toutes ces planètes finalement fonctionnent dans ce système solaire, il faut les laisser fonctionner indépendamment les unes des autres. Et c'est vraiment, je trouve, une très belle image. Et moi, c'est vraiment comme ça que je vois aujourd'hui une relation. Donc c'est vrai que ça aussi, on n'était peut-être pas raccord là-dessus. Moi, c'est vrai que ça ne me fait pas forcément rêver d'être en couple, en vivant à deux. Non, je trouve ça vraiment bien de vivre séparés. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs s'il y en a parmi vous qui pensent pareil. Hein. Je sais que je ne suis pas le seul à penser ça. Je sais que ça choque aussi quand je le dis, que je n'ai pas envie de vivre avec mon mec. Je sais. Mais voilà. Ce qu'il y avait aussi de très difficile dans cette relation, c'était le fait de ne jamais être tranquille. Moi, voilà, je suis quelqu'un qui expose beaucoup ma vie, donc forcément, quand je croise des abonnés, ces gens-là ont l'impression voilà, de faire partie de ma vie, et c'est le cas, hein, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément la même distance qu'avec, par exemple, un chanteur, un acteur, enfin, je ne sais pas comment vous dire, où il y a un peu plus de… Voilà. Vous voyez, moi, tout de suite, on venait s'asseoir à ma table au restaurant, on me tape dans le dos, voilà, j'ai un contact très proche avec mon public et c'est vrai que pour mon copain, ce n'était pas facile non plus parce que des fois, comme tout couple, on se disputait et on se retrouvait à table en période un peu tendue au restaurant après une dispute. Et là, ce n'est pas du tout le moment pour que quelqu'un vienne en fait demander des photos, s'installe à la table et je vais même vous dire pire, pousse mon mec pour passer et lui demande de prendre la photo. Hyper tendu et c'est arrivé, mais tellement de fois et ça a déclenché beaucoup de conflits entre nous parce que, encore une fois, hein, pour quelqu'un qui n'est pas de ce milieu et tout, c'est compliqué à gérer. Aujourd'hui, voilà, je suis quand même reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour moi. Et même si ça a été une rupture voilà, qui a été particulière, je garderai quand même toujours en tête, et c'est hyper important, voilà, d'être reconnaissant de ce que les gens ont fait, vous savez, pour vous dans votre vie. Je garderai toujours en tête voilà, qu'il a été très présent pendant mes polémiques et que tout ça, ça ne s'effacera pas malgré les disputes, la rupture, tout ça. Ça ne s'effacera pas. C'est quelqu'un de qui je garderai de l'émotion, du souvenir positif quand même, qui a été très présent pour moi à un moment de ma vie où même des amis ne l'étaient pas. Et voilà, ça j'en suis conscient. Je lutte un peu, voilà, c'est l'émotion, mais en même temps c'est beau parce que je me souviens encore que quand pendant le Jérém Stargate, j'étais complètement abattu et que il me lavait, enfin il m'aidait à prendre ma douche parce que j'avais même plus la force et tout. Voilà, c'est des souvenirs qui font qu'aujourd'hui je me dis je ne peux pas avoir d'animosité. Évidemment on est tous déçus quand on se sépare tout ça des deux côtés et voilà. Mais je garderai ce bon souvenir aussi et je serai éternellement reconnaissant de ce qu'il m'a apporté, du fait d'avoir été très présent pour moi, de m'avoir aimé sincèrement, de m'avoir apporté finalement aussi du positif, hein, parce que voilà, il n'y a pas que du négatif, il y a eu des clashs très violents et il y a eu des choses qui nous ont vraiment pas rendu bien, et il y a eu des problèmes hein, comme dans tout couple, mais au final, ce qu'il en reste, je suis aussi quelqu'un de positif, c'est les bons moments et la sincérité qu'il y a pu avoir. Je suis tombé sur des commentaires, vous savez, de personnes qui lui demandaient est-ce que tu es encore en contact avec Jérém, tout ça et du coup, je suis tombé sur une de ses réponses où il disait plus du tout, mais c'est quelqu'un que j'ai vraiment aimé, à qui je souhaite que du bon. J'ai trouvé ça… Enfin, c'est rare, vous savez, que ça se finisse comme ça. Très souvent, les gens ne sont pas hyper cool quoi, sur les réseaux, surtout moi, à mon entourage de l'époque, merci. Il m'avait toujours promis, il me l'avait dit à chaque fois qu'on se disputait, tu verras le jour, si un jour on se sépare et tout. Moi, contrairement aux autres, je cracherai jamais sur toi et tout. Et force est de constater qu'un an après, effectivement, c'est peut-être l'un des rares qui m'a jamais, craché dessus. Sauf à l'époque dans l'intimité. Mais vous voyez ce que je veux dire, qui m'a jamais dénigré, contrairement à d'autres gens à qui j'ai donné beaucoup et qui ont été vraiment ingrats. Mais bon, bref. Donc rien que pour ça aussi, je me dis, je ne peux qu'avoir des propos positifs. Donc voilà, moi je lui souhaite d'être heureux aujourd'hui dans sa nouvelle vie amoureuse. Je suis très content et pas du tout jaloux à l'idée de penser que je puisse être remplacé, parce que je pense qu'en réalité… lui comme moi, on ne se remplace pas, on restera des gens qui vont compter l'un pour l'autre et chaque relation est différente. Moi aussi, j'ai rencontré d'autres garçons depuis et
moi aussi, voilà, je me suis attaché aussi à d'autres personnes entre-temps, parce que ça fait 1 an. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas forcément envie de repartir sur une relation officielle. Ça y est, je suis en couple. Je veux vraiment me laisser le temps de m'amuser, de profiter, de... Oui, je suis attaché des fois. Il y a des flirts, des trucs. Il y a des gens, il y a des garçons que j'aime bien, voilà, avec qui, voilà. Mais pour autant, je prends vraiment mon temps parce que j'ai vraiment besoin de me retrouver, d'avancer aussi dans mes projets. J'ai eu besoin aussi, sans vouloir être égoïste, parce que je pense que c'est important, de me recentrer aussi sur moi-même. Peut-être que demain, je vais rencontrer quelqu'un, ça va se faire très naturellement, ça va évoluer aussi sur une relation, je vais avoir envie de beaucoup plus. Je sais pas, franchement, j'aime aussi ce côté de la vie où on ne sait pas de quoi demain est fait. Et en fait, je n'ai plus envie de contrôler, mais j'ai surtout plus envie de chercher un mec à tout prix comme c'était le cas à l'époque. À l'époque, il fallait vraiment que je sois en couple, sinon ma vie était vraiment de la merde. Aujourd'hui, voilà, je me gère en autosuffisance émotionnelle. J'apprends à être heureux sans avoir forcément une épaule sur laquelle non plus se reposer. J'apprends à mener mes combats aussi seul. J'apprends voilà, à me développer aussi seul. Il y a cette pression sociale aussi où voilà, on a l'impression que si on n'est pas marié, on n'a pas un projet immobilier à deux, on n'habite pas ensemble, on n'a pas quelqu'un dans sa vie et bon, on n'a pas d'enfant, on a raté sa vie. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Et vous savez, très honnêtement, quand je vois autour de moi les gens en couple, ben, ça donne vraiment pas envie de se mettre en couple parce que les réseaux sociaux, tout ça, vous avez l'impression que tout va bien, tout le monde est heureux, mais moi, tout ce que je vois autour de moi, franchement, c'est terrible, quoi. Les tromperies, les trahisons, les couples qui se subissent et qui ne se supportent plus, qui sont enfermés dans quelque chose, qui n'ont pas le choix parce qu'il y a des enfants au milieu. Je suis amenée très souvent à tourner des épisodes pour ma chaîne YouTube Baby Story et même si c'est choupi, tout ça, je vois aussi l'envers du décor de certaines familles et bah moi, ça ne me fait pas du tout rêver. Franchement, je suis super bien dans ma vie actuellement. Et cette pression sociale, encore une fois, elle nous conditionne. Mais moi, réussir ma vie, ça n'est pas que être en couple, être marié, avoir une vie à deux et avoir des enfants. Moi, je peux aussi très bien réussir ma vie en m'amusant, en voyageant, en vibrant, en développant des projets, en réussissant dans ma carrière, en menant mes combats. Et puis si effectivement l'amour est en rendez-vous, c'est un plus, mais ça n'est pas la seule chose qui conditionne ma vie. Voilou, une petite vidéo tout en transparence, en simplicité, en émotion. Je redoutais un peu le moment où j'allais devoir parler de ça, mais en fait, j'ai attendu d'être prêt tout simplement. Donc voilà, je ne sais pas si un jour avec du coup mon ex-compagnon, ça fait bizarre parce qu'en fait j'ai l'impression en plus qu'il a jamais quitté ma vie, parce que même à mes amis, mes parents, tout ça, des fois, je parle de lui sur des trucs où, vous savez, comme quand on dit « Ah, comme un tel ou un tel, il faisait ci, il faisait ça ». Enfin, j'ai l'impression que finalement, il n'a jamais vraiment quitté ma vie. Il ne la quittera jamais, comme je vous l'ai dit, parce que ça reste quelqu'un qui aura toujours… je vais rechialer, bonsoir. Ça reste quelqu'un qui aura toujours sa place dans mon cœur, rien que pour le respect de ce qu'on a vécu. Merci en tout cas les puces d'avoir écouté ces petites confidences. J'espère qu'elles vous auront inspiré aussi peut-être. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et merci par avance à tous ceux qui commanderont mon livre, dont le lien, je le répète, est en barre d'infos. C'est un livre très important pour moi, dans lequel je me suis beaucoup confiée, qui fait aussi partie de ma thérapie et de la manière dont j'avance dans ma vie, de ma maturité, tout ça. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire, me lire et continuer à me suivre. Merci beaucoup les puces. À la semaine prochaine pour une vidéo d'un thème que je ne sais encore pas. Voilà, on verra bien. La bise!